Un ami m'a fourni gracieusement il y a quelques années ce relativement vieux volant Fanatec CSR qui avait des petits soucis de précision. Il remplaçait avantageusement mon volant précédent, un Logitech Formula GP avec lequel je jouais depuis 2003. Je l'adorais, j'en ai même deux. Seulement voilà, un pas beau jour, ce chouette volant Fanatec a décidé de ne plus se calibrer correctement. Il détecte correctement sa butée à droite, mais ne revient plus au centre. Il part en butée à gauche et continue à forcer. Je n'avais jamais vraiment trop fait attention à ce qui se passe durant la phase de calibration, alors j'ai pas tout compris tout de suite, mais le principe est le suivant. Le système utilise le moteur du retour de force pour envoyer le volant vers la droite. Une fois en butée à droite, le moteur force et consomme beaucoup plus de courant. Cette consommation est détectée par une tension développée autour d'une résistance de shunt que l'on verra un peu plus tard. C'est la loi d'Ohm, U égale RI, la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle au courant consommé par le moteur. Le moteur part alors dans l'autre sens pour envoyer le volant vers la gauche. Un encodeur rotatif, comme on en trouvait souvent dans les souris à boules, mesure la rotation du volant pour l'arrêter sur la position centrale. Une fois le nombre de trous dépassé, le volant s'arrête et repart dans l'autre sens pour atteindre sa position centrale. Sur une roue de souris, on dispose de 2 rangées de trous décalés. Cela permet un encodage à quadrature de la rotation. En plus du nombre d'incréments, on peut détecter le sens de la rotation. Je pourrais en parler pendant des heures, alors on va couper. Ici, on a une unique rangée de trous. On utilise le sens du courant dans la résistance de shunt pour détecter le sens de rotation du volant. On voit ici que si l'on bloque le volant avant qu'il n'arrive sur sa butée, il pense qu'il l'a atteinte et il repart dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle communément foirer sa calibration. Alors on évite de le faire. Quoi qu'il en soit, il faut commencer par démonter le volant. J'avais peur qu'il parte, alors je l'ai beaucoup vissé sur la planche. Et pour démonter le bloc, on est obligé d'enlever le volant de son axe pour enlever cette petite vis de rien du tout. Le connecteur est collé pour éviter qu'il ne s'enlève dans un virage, ce serait dangereux. Avec un peu de subtilité, il accepte quand même de se détacher et on peut mettre le volant de côté. La vis des enfers est maintenant accessible, on va pouvoir aller plus loin dans le démontage et retirer le capot. On peut alors observer la beauté de la construction de cet appareil avec son moteur refroidi par un ventirad, son électronique modulaire, son entraînement par courroie, son encodeur optique est situé directement sur l'arbre du moteur, derrière le réducteur à courroie pour une précision énorme. On peut deviner ici l'origine des 2 problèmes dont souffrait le volant. L'imprécision en bout de course dans un premier temps, probablement liée au fait qu'une dent est cassée et que le nombre de dents pour un tour de volant n'était plus forcément régulier. Le problème plus récent de course infinie à gauche, lié au fait que le corps de la roue a cassé et que la rotation sur l'arbre moteur n'entraînait plus la rotation de la roue causeuse. On observe ici le couple LED photodiode et la roue codeuse elle-même, avec son unique rangée de trous. L'électronique de puissance est concentrée sur cette petite carte qui accueille les MOSFET du pont H qui alimentent le moteur pour le faire tourner dans les 2 sens. C'est une partie qui peut chauffer, alors ils sont équipés de dissipateurs. Derrière eux, on observe une grosse résistance CMS qui est probablement la résistance de shunt permettant de détecter le courant. Pour éviter les pertes d'énergie en chaleur, la résistance doit être faible. On va essayer de la mesurer. Je vais d'y essayer parce que c'est pas facile à mesurer. La carte étant montée sur un support souple pour réduire les vibrations. Je mesure tout de même environ 0,2 ohm, ce qui entraîne une chute de 200 mV pour un courant de 1 A. Un bon ADC pourra lire ces niveaux de tension sans aucun souci, et la puissance à dissiper par la résistance reste minime. Bouffi d'enthousiasme comme trop souvent, j'ai commandé un kit de roues dentées sur Amazon. Je n'ai évidemment pas trouvé la bonne taille de roue avec le bon nombre de dents. Mais avec une perceuse et en forçant un peu, ça passe pour un test. Il y a 18 dents au lieu des 16 d'origine. Pour info, ce rapport diamètre-nombre de dents est introuvable et pourtant Internet est grand. Ça ne tourne pas super droit, mais on va déjà voir si ça règle le problème de départ. Super, déjà ça s'arrête tout seul à gauche. Par contre, au niveau stabilité, c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. Et en effet, le fait que la roue ait plus de dents doit complètement ruiner le paramétrage de l'asservissement en position du volant et il oscille sans arrêt autour de sa position centrale. En réfléchissant un peu, je me dis quand même que cette roue ne transfère quasiment aucune énergie. Elle fait simplement tourner la roue codeuse. Pourquoi ne pas tenter d'en imprimer une sur mesure? Je suis tombé sur le site stlgears.com qui permet de créer à la carte gratuitement des roues pour toutes sortes d'engrenages. J'ai saisi mes mesures et approximations dans leur formulaire et j'ai pu télécharger ma roue. Je l'ai choisie beaucoup plus haute que celle d'origine pour faciliter son alignement et améliorer sa solidité. Et c'est parti pour une impression en PETG avec un remplissage à 100%, encore une fois pour plus de solidité.
L'impression 3D, c'est rigolo à regarder. Et voici de gauche à droite la roue de remplacement imprimée en 3D, la roue d'origine usée par le temps et la roue Amazon pétée par mes soins. J'ai rentré la roue en forçant comme un malade, tout en la faisant tourner légèrement pour ne pas casser la roue codeuse qui engraine dessus. À voir à l'usage si la chaleur sur l'axe moteur ne ramollit pas la roue. Il faut tout de même atteindre 85 degrés avec du PETG, mais sait-on jamais. Et voilà le volant en place et vissé à la planche pour test. Il détecte toujours la butée à droite, puis dépasse la position centrale et vient se caler au centre. Il manque ici une étape intermédiaire où j'ai calibré la position centrale à base de Konami Code sur le volant, ce qui tendrait à confirmer que le volant avait jadis été recalibré avec une dent manquante. A titre de comparaison, voilà ce qu'on trouve dans un volant Logitech Formula GP et ce qu'il faut faire pour le remettre en forme. Ici, la détection de la position se fait par lecture directe de l'angle du volant via un potentiomètre placé sur son axe. Celui-ci a tendance à s'encrasser, il n'est pas trouvable sur le marché et il est serti. Il faut couper ces petits bouts de plastique, nettoyer précautionneusement ses balais et sa piste de carbone et le ressertir au fer à souder. L'entraînement moteur n'est pas fait par courroie, mais par des engrenages en plastique qui doivent transmettre la puissance et ne demandent qu'à se casser. Bon, après, ce volant a probablement coûté moins du quart du prix du Fanatec, il est toujours en vie 20 ans plus tard. Bon jeu à tous et à plus tard.